Eh bien, on va commencer. Avant de commencer, j'ai aujourd'hui officiellement, normalement je devais pas censé être là, entre guillemets, dans le sens où au Resto du Cœur, on avait la journée nationale de tous les informaticiens de toute la France. Donc j'aimerais faire une petite photo rapidement pour leur envoyer, en leur disant que je suis pas avec eux, mais c'est comme si on y était. Alors, je vais vous demander tous de lever les bras. Et puis, parfait. Super, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour m'écouter parler d'un projet et d'un sujet surtout qui me tient à cœur, sans mauvais jeu de mots, hein, puisque je vais vous parler de comment nous avons transformé les Restos du Cœur en cloud provider. En fait, ce talk, il aurait pu aussi s'appeler Resto is the News AWS. Ça, c'est mon ancien collègue Denis, qui est Svindler sur Twitter, qui m'avait donné la blague pour rigoler. Et j'aurais aussi pu l'appeler Rex de 3 ans de construction d'une infrastructure en milieu associatif. Bon, je vais vous faire quand même quelques petits disclaimers. En fait, on n'a pas transformé les Restos du Cœur en cloud provider. Je suis désolé pour ceux que ça peut éventuellement attrister, mais les restos font toujours de la distribution alimentaire. Le deuxième disclaimer, je suis désolé pour le franglais. Je risque d'en faire pas mal pendant cette conférence. Et le troisième, et après j'aurai terminé, c'est si vous voyez l'acronyme RDC, c'est pour Resto du Cœur, hein, c'est pas pour rez-de-chaussée ni République démocratique du Congo. Donc soyez pas étonnés. C'est un acronyme qu'on utilise assez régulièrement. Donc je vais me présenter rapidement. Donc je suis Julien Briot, j'ai 26 ans d'Uptime. Je suis ingénieur réseau chez Deezer en tant que salarié et également SRE. Je suis auteur de temps en temps dans un magazine qui s'appelle Linux Pratique, où j'avais fait un article sur Victoria Metrics, sur OctoDNS, fait plein d'autres choses. Donc je suis également conférencier puisque je suis là devant vous aujourd'hui. Et puis comme j'ai des journées qui sont pas suffisamment longues, je suis également responsable infrastructure au Resto du Cœur, mais cette fois-ci en tant que bénévole. Et mon pseudo sur Twitter, c'est Juni5, parce que je suis un très grand fan d'un film qui s'appelle Short Circuit. Et le personnage principal, c'est Johnny Five, que vous avez là, et qui est le Wally raciste des années 80. J'ai pas meilleure manière de le présenter. Donc voilà. Je parlais, alors ça tombe bien, on est à Clermont, pays de Michelin. Qui bosse chez Michelin ici? Ouais, quasiment la moitié de la salle. Le jour de mon anniversaire, avec mon petit frère, qui est aussi bénévole au Resto du Cœur, on est allé visiter l'usine de Michelin de Cholet, qui nous a donné du matériel pour les Restos du Cœur, entre autres des disques durs, des PC, enfin des choses justement pour nous aider sur cette infrastructure. Donc voilà, comme on est à Clermont et que c'est le pays de Michelin, j'étais obligé de vous en parler. Maintenant, je vais vous parler des restos et notamment vous raconter quand même l'histoire qu'il y a derrière les restos. Bon, je vais avoir un audio, je suis pas sûr que vous l'entendiez bien parce que ça va pas fonctionner sur les enceintes. Donc il y a 39 ans, il y a eu un appel qui a été lancé. Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour gratuitement. Donc ça, c'est, je ne sais pas si vous avez tous bien entendu, mais ça, c'est l'appel de Coluche sur Europe 1, ce qui a littéralement en fait lancé les Restos du Cœur. C'est cette initiative qu'il a lancée. Et les restos, pour en parler au mieux, le plus simple, c'est vous en parler en quelques chiffres déjà pour commencer. Les restos sur la période de 2022 à 2023, c'était 171 millions de repas servis. Enfin distribué. Donc c'est 1,3 million de plus que la campagne précédente. Là, on est sur la 40e campagne qu'on commence cette année. En 2025, on fêtera entre guillemets les 40 ans de l'appel de Coluche. On a 112 antennes départementales, donc pour chaque département, donc 112 au total. On a un peu plus de 78 000 bénévoles, dont 35 000 qui ont accès à de l'informatique au quotidien, qui utilisent des outils informatiques au quotidien, mais qui sont très très vastes. Et on a 2333 lieux d'accueil. Dans ces lieux d'accueil, ça va être ce que la grande majorité des gens connaissent, à savoir les lieux de distribution alimentaire, donc là où les gens viennent récupérer les denrées alimentaires.
Mais il n'y a pas que ça au resto, parce qu'on va retrouver aussi, par exemple, des jardins de proximité. Moi, je suis originaire de Tours à l'origine, et mes grands-parents habitent à Voine. Et à Voine, il y a un des premiers jardins des Restos du Cœur qui a été ouvert, qui est en fait ce qu'on appelle les relais du cœur. Parce que pendant très longtemps, en fait, les restos ne faisaient que des distributions l'hiver, et l'été, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas suffisamment de dons pour y arriver. Donc du coup, on avait ce truc-là, les relais du cœur. C'est pour ça qu'on voit souvent les Restos du Cœur, les relais du cœur. Les relais du cœur, c'est ces fameux jardins. On va avoir aussi de l'inclusion numérique, on va avoir plein de choses différentes. Donc notamment cette année, on axe tous nos efforts sur la petite enfance. Mais aussi on va avoir l'aide aux gens de la rue, donc notamment la maraude. Le fonctionnement global des restos est assez pyramidal, dans le sens où vous avez l'association nationale tout en haut, ensuite vous avez les délégations régionales, les antennes départementales, et tout en bas de l'échelle, les centres de distribution. Donc voilà un petit peu comment est organisé les restos, et vous comprendrez un petit peu pourquoi plus tard je vous présente ça comme ça. Et il y a un truc à retenir, c'est tant qu'on est là, c'est que ça ne va pas. Tant que les restos sont là, les restos à l'origine c'était une association qui avait pour but de disparaître. Bon, en l'occurrence, elle grossit malheureusement de jour en jour, c'est que justement ça ne va pas. Donc moi quand je suis arrivé au Resto du Cœur, je suis arrivé à l'antenne départementale du 28, donc en Eure-et-Loire. Et quand je suis arrivé, j'ai eu quelques constats, mes premiers constats qui étaient un peu casse-gueule, on ne va pas se le cacher. Notamment, le premier, c'était la solitude du début, dans le sens où je suis arrivé, il n'y avait personne. Enfin, je me suis retrouvé tout seul à devoir gérer un parc d'un peu plus de 500. Il y avait 500 utilisateurs avec un peu plus d'une centaine de postes et des serveurs qui traînaient à droite à gauche. En plus de ça, l'informaticien qui était parti juste avant moi n'avait pas forcément documenté tout ce qu'il avait fait. Et en plus de ça, lui, il n'était pas vraiment informaticien de métier, enfin, c'est quelqu'un qui était venu pour aider, donc il a fait plein de choses qui étaient très bien, mais qui répondent pas forcément à nos standards, et donc il a fallu faire avec l'historique. Et cet historique, ça se traduit par le fameux PC qui traîne dans un coin. Bon, en l'occurrence, on avait au démarrage quand même essayé de faire les choses bien en se disant on va quand même l'onduler le machin parce que si ça crame, s'il y a un orage, je suis incapable de savoir ce qui tourne là-dessus et si ça va pas foutre la grouille, quoi. Donc ce constat-là, honnêtement, le PC qui traîne dans un coin, il y a plein de problématiques, notamment est-ce qu'il y a des sauvegardes de ce truc? Bon, spoiler alerte, non. Est-ce qu'il y a de la redondance? Bon là je pense que vous l'aurez deviné, il n'y en avait pas du tout. Et honnêtement, il y a quoi qui tourne là-dessus? Ça c'était une bonne question, parce qu'il n'y avait pas de documentation, il a fallu un petit peu deep dive un peu ce qui pouvait tourner là-dessus. Et ça c'est presque fois 112, puisque chaque antenne départementale est une entité juridique complètement différente. Donc vous imaginez 112 fois ce problème-là, c'est compliqué. Alors, du coup je me suis dit, je vais essayer de choper du matériel à droite à gauche, et puis je vais lancer une petite infra justement pour répondre aux besoins locaux qui étaient grandissants. Et c'est comme ça qu'arrivait la première version du DC, c'est le DC au WC, dans le sens où si vous regardez bien derrière, on a un WC et un mitigeur qui pendouille. En l'occurrence, le WC était condamné, le mitigeur, il n'y avait plus d'eau non plus. Hein. On n'est pas complètement fou. Après, c'est les restos. Il n'y avait pas de place, donc on l'a installé dans un ancien WC, notamment dans l'entrepôt. Souci du détail, on a quand même positionné la clim devant. Mais si vous regardez bien, on a le réseau qui est redondé, on a les serveurs qui sont redondés, et on a des vrais serveurs, surtout cette fois-ci. Alors, il y en a qui ne sont pas partis à monter justement leur petite infra, il y en a d'autres qui sont partis soit chez OVH, soit chez AWS, quand ils avaient un peu de budget pour des plus grosses antennes, qui avaient un peu plus de budget. Bon, le gros problème de ce truc-là, c'est que ça coûte un pognon monstre, parce que si vous le multipliez par 112, c'est pas quelques dizaines d'euros, entre guillemets, qui vont être dépensés, c'est beaucoup. Et donc, j'ai déployé tout un lot de services qui ont rendu de l'aide au niveau de l'antenne du 28. Et la région Centre-Val de Loire s'est dit, Julien, c'est très bien ce que tu as fait, mais est-ce que tu veux pas le proposer pour la région? Donc je leur ai dit, oui les gars, il n'y a pas de souci, je veux bien, mais le problème c'est que il va me falloir des bras, il va me falloir aussi d'autres machines, parce que ça va difficilement tenir sur 2 serveurs. Donc j'ai rejoint la délégation régionale Centre-Val de Loire. Et à partir de ce moment-là, on a une entreprise, notamment lilloise. Donc on allait à Lille chercher le matériel, une entreprise lilloise qui nous avait filé des serveurs. Donc là on a commencé à construire des petits bouts d'infra, ce qui nous a donné une deuxième version de l'infrastructure. On a même trouvé un nouveau local pour pouvoir justement stocker ces machines.
Là, on a quand même beaucoup plus de serveurs. Il y a certains éléments, surtout cette partie-là, c'est des éléments réseau qu'on avait open sourcés. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on a pu apporter de cette manière. Et puis souci du détail encore une fois, on a des problèmes de riche cette fois-ci puisqu'on a un serveur qui nous sert de support de PC portable. Et ça a été possible parce que, entre autres, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur Twitter, mais ça m'arrive de temps en temps de faire des appels aux dons pour les restos, pour que justement, s'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur matériel, ça peut éventuellement servir au resto. Et puis après, au bout d'un moment, est arrivé le moment de la délivrance. Je suis pratiquement sûr qu'il y a un lien de cause à effet entre le changement de logo de Deezer et puis le fait qu'ils aient donné des machines au Resto du Cœur, puisque pour ceux qui ne le savaient pas, effectivement, ça c'est le nouveau logo de Deezer, donc qui représente un cœur. Deezer a changé de data center, enfin a migré une partie de son data center, et donc comme on ne savait pas forcément trop quoi faire des machines, on s'est dit vas-y on va essayer de les vendre. Soit on les vend, soit on les donne éventuellement à une association. En l'occurrence, j'ai discuté donc avec notre responsable, puis je lui ai dit au resto, on a développé ce truc-là, est-ce que tu voudrais pas justement nous donner le matériel et puis pour qu'on puisse continuer. Et il nous a dit ok, pas de souci. Donc à partir de ce moment-là, on a pu aller chercher les serveurs en data center. Et ces serveurs, c'est bien, mais c'est installé où? Parce que ça commence. Là, cette fois-ci, on n'est plus sur 2-3 machines. Donc c'est toujours installé à Chartres. À Chartres, dans un endroit où globalement, il n'y a pas grand-chose, à savoir des champs à perte de vue, une cathédrale et le data center des Restos du Cœur. Dans un endroit où historiquement, on y stocke de la nourriture. Et de la donnée maintenant. Donc ça, c'est une photo que j'ai faite pendant la collecte alimentaire, la collecte nationale. Donc là, on était en train de ranger les palettes. Et un petit peu plus loin, moi, j'étais en train d'installer 3 B52U qui nous ont été donnés par une entreprise. Et donc, avec mon petit frère, encore une fois, qui prend la pause, on a commencé à raquer les machines. Et c'est surtout à partir de là qu'on a commencé à construire. J'adore chercher des gifs comme ça. Donc on a commencé à construire et notamment ça nous a permis d'avoir cette première version deuxième version de l'infrastructure qui est cette fois-ci constituée à 98% de dons. Même maintenant je pourrais dire 99 parce que finalement on avait investi dans une climatisation, une grosse climatisation qui nous a été remboursée par le biais de subventions. Donc en fait 99% de dons. Notamment Christophe, tu peux remarquer qu'il y a les firewalls que tu nous avais donnés qui sont utilisés. Donc on peut clairement le dire, on a Stonks. On a Stonks, mais c'est pas pour rien qu'on a Stonks, notamment parce que j'ai rejoint en fait l'antenne nationale, je vais en parler juste après. Et l'idée, c'était quand même de fournir du service de manière résiliente. De manière résiliente, il faut quand même quelques machines pour que ça puisse fonctionner de la sorte. Et d'ailleurs, pour exprimer la résilience, je trouve qu'il n'y a pas mieux que ce gif, encore une fois, où pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est Dewey dans Malcolm qui dit « toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves ». Là, c'est exactement ça. Si on veut parler de résilience, c'est ça. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi ce projet? Parce que honnêtement, c'est bien, ça fait beaucoup de machines, c'est pas forcément hyper... pourquoi faire ça? Eh bien, j'ai rejoint en fait l'AN, donc l'association nationale. Pour resituer, c'est tout en haut de la pyramide. Waouh, yes. Où en fait l'association nationale avait absolument aucune idée de ce qui était déployé dans les antennes départementales. Sauf que le but même de l'antenne nationale, c'est de fournir des services pour les antennes départementales et qu'elles n'aient pas à les héberger elles-mêmes. Alors, en l'occurrence, c'est juste pas possible parce qu'à l'antenne nationale, ils sont que 3 techniques. Donc, vous imaginez 3 techniques pour 113 du coup entités juridiques complètement différentes. Si on compte la haine, c'est pas possible. Et donc, il a fallu trouver un moyen de pouvoir tout rassembler au même endroit. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé cette idée de faire une infrastructure au même endroit. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que l'antenne nationale, quand elle voyait des choses qui étaient déployées par des gens plus ou moins expérimentés, où il y avait plein de failles, c'était des failles exposées sur Internet. Donc, ils venaient leur dire, attention, ce que tu fais, c'est pas terrible. Mais en fait, en réalité, c'est foutre un bout de scotch sur une faille béante, quoi. Ça ne résout aucun problème. Et l'autre chose aussi, c'est que s'il fallait héberger tous les besoins de toutes les antennes départementales, ça coûte très cher. Ça coûte très cher pour plein de raisons, notamment si on passait par exemple sur du cloud public, ce qui aurait été la solution de facilité. Cloud public, c'est plus vous consommez, plus vous payez, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et il y a surtout un truc au resto qu'il faut retenir, c'est que globalement, 1 euro dépensé, c'est un repas qui n'est pas distribué. Et je peux vous assurer que quand vous raisonnez comme ça en permanence,
vous essayez de trouver des solutions différentes. Bon, maintenant, je vous propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, puis qu'on parle de technique. Est-ce qu'il y a des gens qui font du réseau ici? Ok. Ça tombe bien parce que moi c'est mon métier. Entre autres, au resto, en tout cas pour construire un cloud, le premier truc qu'on va chercher à développer quand même un peu, c'est littéralement la base de tout, ça va être le réseau. Et en l'occurrence, nous on a donc un réseau dit out of band, c'est un réseau qui est complètement détaché de la production, qui nous permet de prendre la main à distance si jamais on a une coupure globale, donc ça c'est par le biais d'un réseau 5G. On a un réseau 1 gig classique de management et aussi qui nous permet de provisionner via le réseau les machines. On a un réseau 10 G de production, alors c'est là où on va avoir par exemple toute la partie stockage, mais aussi les load balancers, etc. Historiquement, on était sur un réseau purement classique, à savoir des VXLAN et des VLAN, avec du Cisco. Et maintenant, on est plutôt sur une architecture un poil plus moderne, avec du BGP un peu dans tous les sens, ce qui nous permet notamment d'ajouter de nouveaux sites beaucoup plus facilement, en termes d'un point de vue réseau, je veux dire, avec des leafs, des spines, et donc les switches notamment deviennent des routeurs, et on vient router directement de l'hyperviseur jusqu'à la tête de réseau, donc la super spine. Et pour y arriver, donc on a du Juniper, du ViOS et du FRR. Tout ça c'est bien, là je vous ai parlé de réseau, mais maintenant je vais vous parler quand même de quelques règles qu'on s'applique pour pouvoir construire des choses sans que ça soit le chaos, parce que sans règles, ça devient très rapidement le chaos. Et la première, comme je l'expliquais tout à l'heure, et il y a un gros souci quand même globalement au resto historiquement là-dessus, c'est que il y a plein de choses qui sont déployées mais qui ne sont pas référencées. Et nous c'est ce qu'on appelle du shadow IT. Et donc c'est pour ça que quand je parle de Shadow IT, l'infra as code, c'est un des meilleurs moyens, entre guillemets, pour le limiter, parce que justement, on a la définition de ce qu'on a déployé, puis on sait aussi si on ne l'a pas déployé 10 fois. Ça nous permet d'accélérer les déploiements, donc là où un ingénieur ou un administrateur classique mettait peut-être une journée à déployer son service parce qu'il fallait qu'il installe son PC dans son coin, qu'il installe l'OS, etc., nous, ça nous prend 10 minutes. Ça nous permet aussi de faciliter les rollbacks, ça nous permet aussi d'appliquer de la sécurité. Donc on vient en fait avoir des mécanismes de SAST et DAST, donc c'est venir vérifier statiquement, dynamiquement, qu'il n'y a pas par exemple des secrets, ce genre de choses qui se baladent en clair sur de la CI. Donc ça c'est des choses qu'on fournit directement. Et on a de la CI/CD, donc tout ce qui est appliqué est fait automatiquement par la CI/CD. Et puis la revue en équipe, bon là j'imagine que ça parle à tout le monde. Quand je parle que tout est code, justement, j'ai donné 2 conférences là-dessus. Une l'année dernière ici, sur OctoDNS. Bon là, en l'occurrence, c'est Adevox, mais c'était la même du coup que j'ai donnée ici sur Octo. Et la deuxième, c'était cette année donc sur Pulumi, un outil qu'on utilise beaucoup au resto, qui est un peu un équivalent, enfin un remplaçant de Terraform, si je puis dire. La deuxième chose, c'est la sécurité au cœur du projet. Comme vous l'aurez compris, la sécurité au resto, c'était clairement pas ça pendant très longtemps. Et pour justement, entre guillemets, développer cette partie-là, on n'a pas, nous, de possibilité de se connecter en direct sur les machines. C'est-à-dire qu'on n'a que des machines Linux. Si vous voulez vous connecter dessus, vous êtes obligé de passer par un bastion. Il n'y a pas de connexion SSH direct possible. Et ce bastion... Alors, il y a quand même des possibilités de se connecter en SSH, notamment via la CI/CD. C'est la CI/CD qui se connecte, mais c'est pas l'administrateur directement qui se connecte. S'il veut se connecter, il passe par Teleport, donc qui est un bastion open source, qui fonctionne très bien. La deuxième chose, c'est qu'on a un SIEM XDR, donc c'est ce qui va nous permettre en temps réel de nous afficher, par exemple, si on n'a pas des CVE, qui sont disponibles, donc des alertes entre guillemets qui sont disponibles, des failles qui sont disponibles dans des packages qui sont déployés. Et donc ça nous alerte automatiquement sur Slack. Ça nous permet aussi de nous alerter s'il y a des connexions hors heures ouvrées. Et ça nous permet aussi de valider le benchmark CIS. Pour la partie exposition publique, dès qu'on met quelque chose à disposition sur Internet, on utilise RE Engine, qui est aussi un outil open source, qui nous permet de faire de la reco. C'est-à-dire que le service qui est déployé est forcément analysé par RE Engine, et lui nous fait un rapport en nous disant, bah tiens, par exemple, là c'est pas bien, mais tu as un PHP MyAdmin avec une version antédiluvienne qui est directement accessible depuis Internet. Donc ça, il va nous le dire tout de suite, et ça va nous permettre de corriger. La troisième règle, c'est qu'on essaie en tout cas au maximum d'avoir de l'infrastructure immuable. Pour plein de raisons, notamment pour les patchs de version. En l'occurrence, pour y arriver, on utilise donc MAS, Metal as a Service, et on utilise également Packer. Et donc pour
Pourquoi on utilise ça? Notamment parce qu'en fait, ça nous permet, via des déclenchements d'API REST, enfin des REST API, de pouvoir venir provisionner des machines automatiquement. Mais comme vous le savez, tout n'est pas immuable, et notamment, là encore une fois, Mass vient en renfort, où il va nous permettre de déployer la machine la première fois, par le biais de Cloud Init. Et en fait, Mass nous permet littéralement de gérer du bare metal comme si c'était une VM. Donc si ce bare metal-là, ce serveur-là physique, on n'en a plus l'utilité pour par exemple un load balancer, c'est pas grave, on va juste le redéployer automatiquement via le réseau, avec un nouveau nom, avec une nouvelle configuration, etc. La deuxième chose, c'est qu'on utilise Rudder pour maintenir une base commune. Donc la base commune, ça va être les utilisateurs, les clés SSH, la configuration SSH. Ensuite, ça va être la configuration DNS, l'hardening avec l'application des règles du benchmark CIS, donc c'est un benchmark de sécu avec des bonnes pratiques, le déploiement du MOTD, etc. Et s'il y a alors ça, l'agent, lui, Rudder, est exécuté toutes les 5 minutes, donc c'est un peu le même fonctionnement Puppet pour les personnes à qui ça parle. L'agent est exécuté toutes les 2 minutes, pardon. Et lorsqu'il y a un drift, donc dès qu'il y a une modification qui a été détectée, il nous alerte automatiquement sur Slack. Comme ça nous permet de savoir si par exemple un utilisateur a créé à la mimine un utilisateur Toto sur telle machine, nous on le sait tout de suite et on peut corriger. Donc ça nous permet en plus de nous fournir une interface graphique. Donc on le voit tout de suite et ça c'est très bien pour les RSSI. Ils sont très contents d'avoir des dashboards plutôt sexy avec le taux de compliance parce qu'il y a des choses qu'on drifté il n'y a pas trop longtemps, etc. L'autre chose qui est intéressante, c'est que pour toutes ces machines-là qui ont l'agent installé, on a cette gestion du patch management. Donc c'est-à-dire que on a des campagnes de patch management qui sont appliquées automatiquement. Donc lorsqu'une machine doit être mise à jour, c'est Rudder qui s'en charge, qui les sort du pool, qui les met à jour et qui les remet dans le pool une fois que c'est terminé. Donc on met comme ça nos clusters cubes à jour automatiquement. On fait du déploiement de configuration. Le déploiement de configuration, comme le 3/4 des gens qui existent sur cette planète, on utilise Ansible, où on stocke tout dans GitLab. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir on va stocker les rôles et les collections dans des repos bien spécifiques, et puis après, on vient les appeler dans un repo qui est souvent en fait suffixé de -provisioning, et c'est via la CI/CD ensuite qu'après on applique la configuration. Donc comme ça, tout est géré en tant que code. La 5e règle, c'est le partage. L'idée même de l'infrastructure, c'est que l'infra doit être partagée. Elle doit être ouverte, entre guillemets, aux différentes équipes informatiques, avec une idée d'effort concentré. C'est-à-dire qu'une app qui peut être utile pour l'ensemble de la France, par exemple, l'informaticien de Clermont pourrait très bien la déployer là-dessus, la proposer, et ensuite, après, on a toute une gestion de projet pour faire en sorte qu'elle soit ouverte à tout le monde. Mais voilà, en fait, c'est véritablement cette idée de tout le monde puisse y contribuer. Et tout doit être documenté, donc notamment avec les runbooks. Donc s'il y a un problème, on peut fixer comme ça facilement avec ces trucs-là. Et puis pas de rétention d'informations, parce qu'on n'est pas éternel. Enfin notamment moi, je suis pas éternel aussi. S'il y a des trucs que j'ai déployés, je le dois automatiquement le documenter, parce que je veux que quelqu'un puisse le participer derrière. Bon, ça c'est très bien. Maintenant, je vous propose qu'on parle vraiment. Là, je vous ai amené un petit peu les bases de ce qu'on s'est imposé dès le démarrage. Maintenant, on va commencer à parler de cloud et notamment de ce qu'on appelle l'under cloud, en grosso merdo sous le capot, ce qu'on retrouve. Et on va retrouver Kubernetes. Donc, qui fait du cube ici? Ok, donc une grosse partie. Chouette. Alors, globalement, on utilise Kube pour faciliter en fait les déploiements des éléments qu'on appelle en fait d'Under Cloud. Donc c'est ce qui fait littéralement tourner le cloud avec une gestion as code. Alors historiquement, on était plutôt sur la gestion as code avec Helm. On aime beaucoup Kube parce que c'est un outil que, notamment en tant que bénévole, on n'a pas spécialement envie d'être appelé tous les 3-4 matins. Et Kube, globalement, c'est un truc que j'appelle astreinte friendly. Il vous appelle quand même très peu. Il est assez tolérant aux pannes. Et pour déployer, alors historiquement, on utilisait beaucoup KubeSpray, Velero. Enfin, on utilisait KubeSpray, on backupait avec Velero. Et maintenant, on a plus tendance à un peu retirer le fait de déployer via de la CI/CD pour Kube et plutôt faire de l'Argo CD en mode GitOps. Et ce qui nous permet de faire du blue-green. Bon, c'est bizarre de parler de blue-green avec un fond en noir et blanc, mais là, il faut imaginer que les Power Rangers sont bleu et vert. Hein. Ensuite, je vais vous parler maintenant du véritable moteur qui fait tourner le cloud des Restos du Cœur, à savoir OpenStack. Qui fait de l'OpenStack ici? Je pense qu'il y en a beaucoup moins. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont souffert avec OpenStack?
C'est les mêmes. Non, il y a un peu plus de gens. Oui, vous allez me dire quoi, OpenStack en 2024, mais t'es complètement taré, c'est pas possible. Eh bien, en fait, faut se dire qu'au resto, on utilise un algo qui est très con, qui est celui de Feynman, qui consiste en fait en une chose simple, c'est d'écrire le problème sur une feuille blanche, hein, d'écrire le problème, d'y réfléchir et d'écrire la solution. Et en fait, quand vous faites ça, ça vous permet de prendre des décisions d'un point de vue technique qui sont purement pragmatiques. Alors certes, qui sont pas forcément les plus sexy, parce qu'on va pas se le cacher, OpenStack au quotidien, c'est pas le truc le plus sexy, mais qui par rapport à notre besoin au resto, c'est ce qui répond de manière le plus pragmatique possible. Alors on avait regardé par exemple VMware à l'époque pour faire de la VM, ouais en l'occurrence. Voilà, donc je vais pas m'attarder. On avait aussi regardé Proxmox parce que la première version de l'infrastructure tournait avec Proxmox. Donc on s'est dit pourquoi pas Proxmox. Bon, en l'occurrence on l'appelle plutôt Proxmox. Proxmox c'est bien, mais c'est encore une fois que de la VM. Ça s'améliore, on va dire, de plus en plus, il y a plein de nouvelles features, mais ça répond pas par rapport à tout notre besoin, donc par exemple des bases de données de services, ce genre de choses, c'est pas du tout possible avec Proxmox, ça reste un hyperviseur. Mais par contre, on l'utilise toujours pour les éléments de l'Underlay. Enfin, de l'Undercloud, si on préfère. Alors OpenStack, la première fois qu'on l'a déployé, on s'est dit, on va le faire avec Ansible. Ne faites pas ça chez vous. C'est une très mauvaise idée. En tout cas, nous, on l'a très mal vécu, notamment parce qu'OpenStack utilise Python 3 pour les différents modules d'OpenStack, et que globalement, la gestion des dépendances en Python, c'est un peu chaotique. Il y a quand même la possibilité de déployer dans des conteneurs Docker, mais c'est pareil, ça ne scale pas des masses, on va pas se le cacher. Et donc c'est pour ça que nous, en fait, on s'est dit, ok, on maîtrise plutôt bien Cube, on commence à maîtriser quand même plutôt bien OpenStack. Est-ce qu'on n'irait pas déployer tout le control plane d'OpenStack dans Kubernetes? Alors, faut vraiment voir en fait qu'OpenStack c'est un lot de microservices qui se connectent à des vrais bouts d'infrastructure. Ça fait peur à chaque fois quand on en parle d'OpenStack, mais en fait, en réalité, c'est relativement bête dans la manière dont ça fonctionne. Et en l'occurrence, vous allez retrouver par exemple le dashboard, Nova pour la partie compute, Glance pour les images, etc. Et tout ça pour rendre ces choses-là en tant que service. Et bien tout ça, ça tourne dans un control plane OpenStack. Le control plane OpenStack, je vais y arriver, tourne dans du Kubernetes. Donc on a un cluster Kubernetes qui est dédié au control plane OpenStack. Et les nœuds d'ailleurs maintenant de compute commencent à être aussi à des nœuds Kubernetes. Comme ça, du coup, toute la partie Nova Compute, on la met à jour automatiquement et on peut utiliser la cluster API pour redéployer des nouveaux nœuds. Mais pour la partie plus historique, donc on avait d'un côté les nœuds réseau, on avait de l'autre côté les nœuds de compute et les nœuds en fait qu'on appelle d'overflow, c'est-à-dire c'est des nœuds qu'on démarre en fonction de la demande, en fonction de la charge, on vient les provisionner et automatiquement absorber toute la charge. OpenStack, faut vraiment le voir comme de l'autopartage en fait de l'informatique. Et il y a un truc qui est vraiment important à comprendre, à savoir la différence entre l'overlay et l'underlay. Globalement, l'overlay, ça va être ce que les gens voient, et l'underlay, ça va être ce que nous voyons, donc c'est-à-dire ce que nous on gère. Et en l'occurrence, ça donne plutôt ce que les gens utilisent vers ce que nous gérons au quotidien. Et donc OpenStack, on l'utilise pour que les antennes départementales puissent déployer, comme vous l'aurez bien compris, leurs services, et puis aussi que l'antenne nationale, elle, puisse avoir à disposition des ressources et puis déployer aussi ses services. Et comme vous l'aurez compris, les besoins vont bien au-delà d'une VM, surtout dans un seul et même endroit. Et c'est comme ça qu'est arrivé le cloud du cœur. Donc avec la plateforme, bon là c'était l'ancienne version, on n'avait même pas customisé encore le logo. Donc ça c'est Horizon, donc l'interface web par défaut d'OpenStack. Je parlais d'underlay et d'overlay, en fait ça se traduit comme ça. Là par exemple on fournit du DNS as a service, on va avoir Designate, donc c'est le bout, le microservice OpenStack qui permet de fournir du DNS as a service. En fait en réalité derrière c'est du Power DNS et du Unbound. Pour la partie secrets on utilise Barbican. Pour la partie stockage on fournit les deux, on fournit du block et de l'object storage. Donc en fait derrière c'est une seule et même techno, c'est Ceph. Donc ça c'est encore un truc qu'on fournit en tant que service, que les gens n'ont pas à gérer au quotidien. Un autre truc sympa, on fournit de la base de données en tant que service. Donc on a du MariaDB et du Postgres, et en fait en réalité devant c'est Trove. Mais ça les utilisateurs ne le savent pas que c'est Trove. Eux ce qu'ils voient c'est juste ils ont la possibilité de créer des bases de données à la demande.
On fait de l'hyperconvergence pour plein de raisons, parce que globalement, en fait, historiquement, on avait plutôt tendance à avoir les hyperviseurs d'un côté et le stockage de l'autre. Vous l'avez compris, au resto, on n'a pas une place infinie, on n'a pas non plus un budget infini, et d'avoir 8 machines qui tournent pour quasiment fournir le même service que ce qu'on pourrait avoir donc en mode hyper convergé, c'est-à-dire en ayant l'hyperviseur, le stockage et le réseau sur les mêmes nœuds. Eh bien nous, ça nous permet comme ça, en fait, d'avoir dans très peu d'espace une énorme capacité de calcul et aussi de déploiement. Donc voilà un peu comment ça se traduit. Donc entre autres, on utilise Rook pour la partie Ceph. Donc c'est un opérateur Kubernetes qui vient gérer tous les OSD, donc tous les disques sur nos serveurs. On a une gestion particulière de l'énergie, puisque au resto, en fait, on a un contrat à la consommation, en tout cas pour la partie énergie. Donc ce qui fait que plus je consomme, plus je paie. Donc ça, c'est un calcul qui est relativement bête. Donc on a essayé de trouver une solution d'allumer, d'éteindre des machines de manière totalement automatisée. Bon, ça me permet de vous introduire à un talk que je vais donner cette année à l'Open Source Experience. Donc c'est pour ça, là, je vais rapidement passer dessus, mais sur Open Bar Metal, donc un outil qu'on a développé en interne. Et donc Open Bar Metal nous permet en fait de faire scaler le matériel et de le déployer automatiquement et le déprovisionner une fois qu'on n'en a plus l'utilité. Donc on a des nœuds en fait qui sont allumés et éteints toute la journée. C'est assez rigolo parce que comme il y a une porte vitrée devant la salle serveur, les gens des fois regardent juste les machines s'allumer, s'éteindre. Ça les fait marrer. Donc ça, on y arrive notamment donc avec Open Bar Metal, mais parce qu'en fait Open Bar Metal vient récupérer des métriques qui sont stockées dans notre outil d'observabilité qui est Victoriametrics, donc un équivalent de Prometheus. On fait du Kubeception. Historiquement, on utilisait beaucoup Magnum sur OpenStack, bon, qui est un peu déprécié puisque CoreOS n'étant plus maintenu. En l'occurrence, en fait, voilà un petit peu. Bon, ça c'était vraiment pour la blague. On va avoir dans l'overlay, les gens vont pouvoir commander des clusters cubes directement dans leur interface, et tout le control plane est géré par OpenStack et par CoreOS notamment. Et en fait, derrière, ça crée des VM sur OpenStack, comme le font tous les cloud providers. Ça vous met comme ça du coup un cluster cube à disposition. C'est juste en fait une VM derrière qui tourne. Donc en fait, plus exactement, ça tourne sur les hyperviseurs qui sont en bas du schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Pour fournir du service fiablement et rapidement, on surveille en permanence tout ce qui est déployé, que ce soit les applicatifs et aussi l'infrastructure qui tourne en dessous. Donc ce qui fait que toute application déployée se doit d'être observée, les alertes aussi d'être configurées. Et on va avoir en fait ce qu'on appelle un runbook avec les graphiques, et notamment c'est hyper pratique dans nos alertes, parce que par exemple là en l'occurrence on avait dans la salle serveur, il commençait à faire un peu chaud, parce qu'il commençait à faire 27 degrés en sortie de clim, donc ça fait un peu chaud. Et on va retrouver en fait automatiquement sur une alerte le runbook, donc ce qu'il faut faire en fonction de cette alerte, donc la documentation et le dashboard associé pour voir un petit peu l'évolution par exemple là de la température. Donc ça, le runbook ça se traduit par ça, hein, c'est vous avez le nom de l'alerte et puis toute la documentation en dessous de ce que je dois faire, etc. Pour que tout ça fonctionne aussi, il nous fallait une source de vérité. Et la source de vérité, la première version, c'était un fichier Excel où on stockait toutes les informations dedans. Autant vous dire que ça n'a pas duré longtemps cette affaire parce que c'est pas génial à maintenir au quotidien. La deuxième, c'était on avait l'inventaire du parc de serveurs sur Rudder, sur Ansible et sur OctoDNS. C'était pire parce que du coup on avait 3 fois l'information et 3 fois souvent pas toujours la même information. Et donc c'est à partir de là on a commencé à utiliser une CMDB, donc un truc tout à fait classique. Et cette CMDB en l'occurrence c'est Netbox. Netbox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil open source qui est vraiment chouette et qui a le gros avantage de se connecter à tous nos outils d'infrastructure, en tout cas qu'on utilise, notamment MAS, Ansible, OctoDNS, Victoriametrics, puisqu'on vient récupérer les cibles de Victoriametrics, directement les intégrer dans Netbox pour avoir les records DNS. Et l'agent Netbox, donc ça c'est un truc qu'on a développé nous en interne, pour remonter toutes les informations LLDP des machines et générer un schéma réseau automatique. Donc tous les jours, on a toutes les informations qui remontent et le schéma réseau évolue en même temps. Donc ça c'est hyper pratique. Donc on va retrouver l'agent Netbox qu'on a déployé, qu'on a créé. On va retrouver la CLI aussi qui est disponible sur GitHub et tout est dispo sur GitHub. Donc vous l'aurez compris, hein, les restos aiment beaucoup l'open source. Ça nous fait économiser vraiment beaucoup de repas, puisque le panorama commence à pas mal grossir, on va dire, en termes de solutions.
Bon, maintenant, je vous propose de parler quand même, parce que là c'est bien, je vous ai expliqué comment fonctionne un peu, grosso merdo, le cloud des restos, comment ça tourne en dessous. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer ce qui tourne dessus, c'est quand même plus intéressant. Et notamment, une des dernières applications qu'on a mis à disposition, c'est Passbolt. Donc c'est un outil, un gestionnaire de mots de passe collaboratif. Et en fait, si on le traduit en repas, c'est 1,5 million de repas distribués en plus. Si on avait dû payer une licence et l'hébergement, en tout cas pour tous les restos, ça aurait, peu importe la solution, coûté environ à peu près un peu plus d'1 million d'euros. Enfin de repas, parce qu'on ne parle pas d'euros au resto. Ça c'est Tactical RMM, c'est un outil qu'on utilise en interne pour la gestion du parc. C'est un outil qui nous permet notamment d'appliquer les patchs sur les PC, etc., qui est pareil open source. Ça nous permet d'économiser 700 000 repas. Enfin, ça nous a permis de distribuer 700 000 repas en plus. Un autre truc qui nous a fait... qui a permis entre guillemets à ce qu'on puisse distribuer beaucoup plus de repas, c'est 6 millions de repas là au total qui sont distribués en plus, avec des sondes de température qu'on a développées maison, donc à base de SP32. En l'occurrence, j'ai donné une conférence à Devox où je vous ai mis le lien, de toute façon je vous mettrai les slides à la toute fin, pour vous expliquer d'un point de vue technique comment ça marche. Mais l'idée en fait c'est de superviser, d'observer la température des chambres froides et d'alerter dès qu'il y a une anomalie. Donc ça nous a fait économiser 6 millions de repas. Il y a aussi le Wi-Fi dans les 2333 points de centres lieux d'accueil. On a besoin de Wi-Fi notamment pour la partie inclusion numérique. Et bien tout ça, ça tourne aussi avec des technos open source et pour des contraintes légales notamment, qui tournent dans le cloud. On est obligé par exemple de loguer toutes les informations de connexion des utilisateurs. Ça c'est pour des contraintes purement légales. Et bien tout ça, ça tourne dans le cloud des Restos du Cœur. Donc voilà un petit peu ce que j'étais en train de dire. Un dernier truc que j'ai déployé dernièrement, d'ailleurs avec le mini PC qui est juste en dessous, qui vient de chez Michelin, c'est l'affichage dynamique dans les centres de distribution. Ça c'est un truc qu'on a mis à disposition, qui est pareil, qui est open source, et qu'on a mis à disposition pour tous les centres. Donc ça permet comme ça de fournir, de publier de l'information de manière dynamique. Donc ça, les équipes de com sont hyper contentes. Et on va avoir un peu plus d'une trentaine d'autres services qui sont à minima référencés. Il y a même d'autres trucs, il y a plein de besoins qui naissent, on va dire, au fur et à mesure du temps. Et c'est quand même 12 millions de repas distribués en plus. Donc si j'avais à résumer rapidement, les restos, encore une fois, c'est une question de chiffres. Hein. C'est un peu plus de 700 VM pour la plupart éphémères sur l'infrastructure. C'est un peu plus de 400 pods, ça va un peu plus loin même maintenant parce qu'on a beaucoup de services qui sont déployés en plus. On a 80 serveurs par AZ, donc par zone de disponibilité, qui sont présents physiquement. Ils ne sont pas tous allumés, hein, vous l'aurez bien compris, mais on les allume en fonction du besoin. C'est 6 personnes actives au quotidien là-dessus, donc 6 personnes bénévoles. Donc si jamais vous êtes intéressés, on recrute. On recrute, mais attention, c'est du bénévolat, il n'y a rien de... c'est plusieurs millions de repas distribués en plus, d'euros économisés si je puis dire. Il y a une dizaine d'entreprises partenaires, et ça c'est un chiffre qui a tendance à évoluer. Et normalement, j'ai une petite bêtise à vous faire écouter. Alors pour ceux qui connaissent, il y a un YouTuber qui s'appelle Ganesh2 qui fait beaucoup de parodies et notamment qui a vu un de mes tweets et qui s'est dit bah vas-y, je vais reprendre son tweet et puis je vais en faire une parodie. Et donc ça a donné ça. Je le remercie énormément parce que j'ai pas eu meilleure pub, on va pas se le cacher, pour ce projet. Au-delà de l'infrastructure, je vous ai parlé de plein de trucs techniques. En plus, je suis désolé parce que là, c'est sortie de repas, on tombe pile dans la sieste. Mais au-delà de l'infrastructure, c'est surtout fournir une équipe d'experts au resto. Et en fait, parce que l'expertise, ça coûte super cher, notamment pour des associations. Et donc, s'il y a des personnes qui ont envie de nous rejoindre justement aussi pour aider l'équipe nationale qui était en sous-nombre, hein, puisqu'ils sont 2 véritablement techniques à traiter tous les sujets, n'hésitez pas. Donc vous l'aurez compris, on a besoin de vous, parce qu'on a tous une bonne raison de s'impliquer. Je vous dis souvent voilà, donc voilà. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et puis, si vous voulez me laisser un petit
un avis. Il y a le vol Campagnon. Et puis j'ai terminé. Merci Volcamp. Merci beaucoup. C'est l'heure de la vérité, du jeu de la vérité, comme Coluche l'avait bien fait dans le passé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, qui veut le micro? Tiens. Alors merci, j'ai enfin vu ton talk, je suis ravi. Dans tout ce que tu as cité, il y a évidemment, on sent un besoin d'aide. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc aussi bête que quelque chose qui nous aiderait à motiver nos boîtes à venir vous aider? C'est une excellente question. Alors pour le moment, à part la conférence, il n'y a pas vraiment de, on n'a pas de ressources entre guillemets pour le communiquer directement auprès des sociétés. Après, s'ils veulent en discuter ou juste une rapide présentation, ça, on peut s'en charger avec plaisir. À tout à l'heure alors. Ouais, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'en ai une pour toi. Oui. Au départ, tes utilisateurs, ils installaient en cliquant des applications sur un PC dans un coin. Aujourd'hui, j'ai compris qu'ils popaient des containers dans Kubernetes. Et du coup, comment eux, tu les as upgradés? Alors, pas tous. Il y en a effectivement, les power users font ça. La grande majorité encore, c'est en mode clicouille, on va dire, cette fois-ci dans OpenStack. Nous, ça nous permet de savoir ce qui tourne sur l'infrastructure et ce qui a été déployé surtout. On fait pas de on fait ce qui tourne sur le cloud, c'est un peu comme AWS, comme OVH. Globalement, en fait, nous, on fournit le service, on est aussi client du service, mais par contre, les clients, on ne sait pas entre guillemets toujours très bien ce qu'ils font exactement. Et ça, c'est d'ailleurs un sujet qu'on a en ce moment, c'est de se dire, ok, on va vous laisser déployer vos services, on peut vous donner des accès, mais fournir en fait un certain niveau de service en disant, bah là, je te mets la VM à disposition, tu peux t'y connecter dessus, ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, c'est nous qui gérons la MCO là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire là en ce moment, justement, pour éviter, entre guillemets, de recréer du shadow IT, mais cette fois-ci sur la plateforme. Mais il y a toujours ces gens qui veulent quand même faire eux-mêmes, donc c'est toujours un peu compliqué. Là, c'est de la politique en interne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. D'autres questions? Ça va, je vous ai pas endormi? J'ai vu que vous avez optimisé les coûts d'énergie. Mm-hmm. Et je me posais la question un peu, combien ça coûte en repas cette énergie? Par rapport à ce que... Alors, le coût fixe d'énergie à la nuit, c'est compliqué de te le donner parce que on ne paie pas l'énergie. On a un contrat notamment historiquement avec la ville de Chartres qui fait qu'on paie très peu. On a un forfait par an qui, je crois, de 300 €, un truc comme ça. Enfin, c'est ridicule par rapport à ce que ça consomme réellement. Après, par contre, on fait très attention parce que justement, on a les chiffres. Je crois que c'est un peu plus de 15 000 € par an. Mais quand on voit tous les services qui tournent dessus, c'est finalement c'est ridicule, on va dire. Mais c'est un coût qui est assez variable. Tout dépend vraiment de la charge entre guillemets qu'il va y avoir derrière. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention au nombre de machines qu'on allume, surtout à la climatisation. C'est aussi pour ça qu'Open Bare Metal existe. C'est qu'en fait, on va venir vérifier la température de la salle serveur pour se dire, bah attention, il fait déjà très chaud dans la salle serveur. Si j'en rallume encore un autre serveur, la clim va tirer à balle. Donc pour éviter ce genre de choses, lui, entre guillemets, il joue un peu le rôle du garde-fou en disant, bah non, je vais pas démarrer une nouvelle machine. Donc ça fait 15 000 repas à peu près en moyenne. Après, c'est assez. Le chiffre est approximatif parce qu'on a aussi des chambres froides dans le même endroit. On a quand même de la nourriture qu'on stocke. Donc les chambres froides consomment beaucoup plus que les serveurs. Il nous reste le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'il y a la dernière question? Yes. Merci pour la presse. J'avais une question, tu as parlé de AZ, Availability Zone. Ça veut dire que vous avez plusieurs data centers ou vous avez C'est en cours de construction. En fait, l'idée là, c'est qu'on a une deuxième AZ qui est en cours de construction à un peu plus de 10 km pour avoir une véritable vraie région, au sens cloud du terme, donc la région de Chartres pour commencer. Et l'idée, c'est de l'étendre, d'en créer une deuxième après dans un autre département, enfin dans une autre région physique, je veux dire, pour justement avoir deux régions complètement distinctes. Et on a les serveurs,
On n'a juste pas l'endroit encore pour les stocker, pour les héberger. D'ailleurs, si vous avez des sociétés qui sont prêtes à aider les restos là-dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai un follow-up, c'était par rapport au réseau, du coup, vous avez un accès Internet qui est fourni par un ISP standard ou vous avez été chercher on a un opérateur local qui nous fournit donc de la FTTO. En fait, on a 2 FTTO qui arrivent sur le bâtiment, une 3e en cours d'installation. C'est des FTTO qui nous sont offerts par des grosses sociétés. L'idée, c'est vraiment que ça ne coûte pas d'argent. Donc, au moins au maximum, qu'on économise au max. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci.